Surprise, surprise, l'Iran et les États-Unis disent des choses opposées sur ce qui se passe à Genève et sur les négociations. Qu'est-ce que cela signifie, Marc? Cela signifie qu'il y a d'énormes divergences, Ruthie Bloom. Cela signifie que les Américains disent qu'ils veulent obtenir ceci des discussions, les Iraniens disent qu'ils veulent obtenir cela des discussions. Et si nous les prenons au mot, si nous écoutons réellement ce que les partis disent, il y a très peu de chances que cela aboutisse. Eh bien, cela dépend de ce que vous entendez par réussir, parce que ce que j'appelle réussir, c'est que les États-Unis reconnaissent que l'Iran n'a absolument aucune intention de céder quoi que ce soit, et il était en train de perdre une guerre. Maintenant, il pense qu'il est en train de la gagner. Pour moi, réussir signifie que les négociations échouent, peu importe ce que cela signifie. Et que le président Trump revienne à l'option militaire parce que c'est tout ce qui lui reste, ou aussi à l'option économique. Donc, j'ai une perspective un peu différente. Pour moi, le succès est très clair. Pour moi, le succès, c'est que le programme nucléaire iranien soit terminé une bonne fois pour toutes. Pas de si, pas de mais. Il est vraiment terminé. Et cela signifie qu'il doit y avoir deux éléments. Premièrement, l'uranium déjà hautement enrichi qui se trouve en Iran, ce que le président Trump appelle la poussière nucléaire, doit être retiré d'Iran. Il doit être sorti d'Iran. Deuxièmement, l'Iran ne doit pas pouvoir enrichir plus d'uranium, sinon on revient à la case départ. Ce sont des propos tenus par le président Trump et le premier ministre Netanyahou. Et devinez quoi? Ce sont aussi des choses que le vice-président Vance a dites. La question est-ce que cela peut être fait par des moyens diplomatiques? Nous sommes tous les deux ici à la conférence politique du JNS, le sommet ici au Waldorf Astoria à Jérusalem. Nous avons entendu le Premier ministre Netanyahou dire ici dimanche soir, il a réitéré. Il a dit que l'Iran n'obtiendra pas d'armes nucléaires. Il a affirmé que, diplomatiquement ou militairement, ils n'auront pas d'armes. Il a dit, et ce qu'il voulait dire par là, c'est que peu importe ce que font les États-Unis au final, il ne le permettra pas pour son peuple afin de protéger Israël. Il parlait des intérêts d'Israël, n'est-ce pas? Maintenant, voici le problème avec cela. Notre problème, c'est le vice-président, pas seulement le vice-président J.D. Vance, parce qu'il faut être honnête, il ne fait rien sans la permission du président Trump. Impossible. Trump a plaisanté en disant que si cela échoue, il blâmera Vance, mais que Vance recevra le mérite en cas de succès. Il sera blâmé si ça échoue. Mais voici le problème. Tu dis qu'ils ont dit pas d'armes nucléaires, pas de matière nucléaire. Vraiment? Et J.D. Vance a dit, et même le président Trump a dit, eh bien, et puis ici, à propos des missiles balistiques, il a dit, eh bien, l'Arabie saoudite a des missiles balistiques. Et ce n'est pas juste d'insister pour que l'Iran n'ait pas de missiles balistiques. Et puis, ils ont même dit, quand je dis « ils », je parle de Trump et Vance, tour à tour quelque chose comme, eh bien, un certain degré d'enrichissement d'uranium, ce qui est l'opposé de dire « aucun » et d'obtenir toute la poussière nucléaire. De plus, Ron Dermer, ancien ministre israélien des Affaires stratégiques, qui avait passé de nombreuses années à Washington en tant qu'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, et un conseiller très proche du premier ministre Netanyahou depuis des années, a récemment déclaré qu'en réalité, la menace de la République islamique a tellement diminué et que l'uranium est tellement profondément enfoui sous terre que fondamentalement, nous avons, nous, les États-Unis et Israël, tellement réduit toutes les capacités. Ils ont forcé la marine, ce qui est vrai, et la direction, etc., à tel point qu'en réalité, il n'y a plus de menace existentielle. Donc, je considère toutes ces déclarations comme préoccupantes, et pas parce que je pense que Dermer a tort. Je n'ai certainement pas plus d'informations que lui. Ce qui est si préoccupant, c'est cette façon d'édulcorer ce que nous avions dit. Pas d'armes nucléaires, pas de missiles balistiques, pas de groupes supplétifs et pas de régime de la République islamique. Et donc, vous savez, je suis très inquiète parce que quand on commence à faire ça avec ces djihadistes mondiaux, tout ce qu'on fait, c'est les encourager, les enhardir. Et c'est pourquoi ils disent, non, désolé, vous vous rendez compte que nous étions, nous, les États-Unis et Israël, en train de gagner cette guerre et qu'elle allait vraiment se terminer bientôt. Vous savez comment ces Américains aiment dire, nous n'aimons pas ces guerres sans fin. Ce n'est pas une guerre sans fin.
C'était une guerre rapide et elle aurait été encore plus rapide si nous n'avions pas eu constamment ces longs cessez-le-feu qui ont permis au régime de se dire « Hé, peu importe combien de dirigeants vous tuez, nous sommes toujours là. » Je souhaite répondre à certains points, notamment sur J.D. Vance, le vice-président. Certaines personnes en font un épouvantail. Et cela me rappelle lorsque nous avions les négociations pour les otages et que Witkoff s'en occupait, certains Israéliens en ont fait un épouvantail, au point qu'il est devenu, excusez-moi, le porte-parole du Hamas. Et vous l'avez dit correctement, tous ces hauts responsables de l'administration s'expriment au nom du président, au nom de l'administration. Si J.D. Vance ne vous convient pas, vous devriez aussi être mécontent de Trump. Il est un serviteur du président. Il sert à la discrétion du président, n'est-ce pas? Donc je pense que cela doit être très clair. Deuxième point que je veux aborder. Vous avez dit que personne ne parle des missiles balistiques et vous avez raison. Et vous pourriez aussi dire que personne ne parle des groupes par procuration et vous auriez raison. Et vous diriez, on dirait que le changement de régime en Iran a été mis, vous savez, au placard ou au congélateur. Personne n'en parle en ce moment et vous auriez raison. J'ai soutenu, et tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi, Ruti, mais je dirais que la seule question cruciale, si tu fais des priorités, elles sont toutes importantes. Je veux que toutes ces questions soient traitées. J'adorerais voir le régime tomber. J'aimerais que l'Iran abandonne ses missiles balistiques. J'aimerais voir la fin des armées de proxy iraniennes au Yémen, à Gaza, au Liban. Je veux voir tout cela. Une chose que les responsables politiques doivent faire, comme déjà discuté, est d'établir des priorités. Et pour moi, il n'y a aucun doute, la question nucléaire est la priorité numéro 1. Et si vous obtenez un résultat positif sur la question nucléaire, que ce soit par des moyens militaires ou diplomatiques, cela éclipse tout le reste. Et si vous pouvez faire cela, je pense que c'est une bonne chose. Comme le disent les Juifs lors de la nuit du Seder, Dayenu, cela suffira. Mais juste une dernière chose, ce que vous avez raison de dire, c'est que même si demain cela se termine mal, disons, et je ne crois pas que cela va arriver, mais disons que l'administration Trump fait un Obama bis, d'accord? On obtient un autre accord étrange qui ne fait que retarder le problème. Et puis, vous savez, je dirais même, alors, Ruti Bloom, et je dirais à nos auditeurs et téléspectateurs tout ce qui s'est passé au cours des 40 derniers jours où le régime iranien a été décapité, où vous avez éliminé toute une série de hauts dirigeants, du guide suprême, l'ayatollah Khamenei, jusqu'au chef de l'armée et des gardiens de la révolution. Vous avez décapité le régime, vous avez éliminé leurs scientifiques nucléaires. Vous avez anéanti leur programme nucléaire. Oui, vous les avez vraiment fait reculer. On disait qu'ils étaient à quelques semaines ou mois d'une bombe, mais maintenant c'est 3 ans. Loin d'une bombe nucléaire, ce qui change beaucoup. Et si vous ne comptez que les 3 ans après la fin du mandat du président Trump, Alors ils sont à 5 ans d'une bombe nucléaire. Vous avez frappé durement leur programme de missiles. Vous ne l'avez pas totalement éliminé, mais vous avez frappé le programme durement. Vous avez détruit leur capacité à construire plus de missiles. Vous les avez vraiment frappés fort sur ce point. Vous avez frappé durement leurs groupes affiliés. Le Hamas n'est plus le Hamas d'autrefois. Le Hezbollah n'est plus le Hezbollah d'autrefois. Ils sont toujours là. Ils n'ont plus qu'une fraction de leur ancienne puissance. Donc, même si cela ne se termine pas bien, en d'autres termes, même si le président Trump opte pour un accord du type Obama, plus ou moins, ce que j'espère et crois qu'il ne fera pas. Mais même dans ce scénario du pire, nous sommes bien mieux lotis aujourd'hui en tant qu'Israéliens et Occidentaux qu'avant que tout cela ne commence. D'accord. Alors tout d'abord, laissez-moi juste souligner que le président Trump publie beaucoup sur Truth Social et dit des choses contradictoires. Donc ce n'est pas vrai que les missiles balistiques n'ont pas été mentionnés. Il a simplement dit que peut-être l'Iran pourrait garder certains missiles balistiques. C'est exact. Deuxièmement, il a en fait publié sur Truth Social quelque chose à propos de groupes supplétifs. Ils ne peuvent pas avoir de groupes supplétifs. Il continue de dire des choses contradictoires. Et tu as raison. Nous sommes plus en sécurité qu'avant. Mais d'une certaine manière, c'est pire. Et je vais te dire pourquoi je pense que c'est pire. Quand le président Obama avait un programme pour affaiblir les États-Unis, affaiblir l'Occident, pour apaiser l'ennemi, il l'a dit dès le début. Il était un adepte de Saul Alinsky. Vous savez, on détruit l'Amérique de l'intérieur. Il a aussi dit, vous savez, que l'Amérique n'est pas meilleure qu'aucun autre pays. Il avait un programme et son accord avec la République islamique faisait partie de ce programme. Et donc, c'était cohérent et en accord.
Le président Trump, en revanche, a dit le contraire. Il a déchiré cet accord. Il a dit non, 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 ce n'est pas seulement qu'ils ne peuvent pas avoir une arme nucléaire. Il a dit qu'il ne pouvait pas être cette force maléfique dans le monde. Il parle de l'Iran comme ça depuis les années 1980, bien avant d'entrer en politique. Donc, voici le problème. Depuis qu'il y a eu une action militaire très réussie, je dirais même encore plus du côté d'Israël, je sais que Trump aime s'en attribuer le mérite, mais même pour la guerre de 12 jours, je veux dire, vraiment, Israël a fait le plus gros du travail et les États-Unis sont intervenus ensuite. Ce n'est pas que je minimise les réalisations des États-Unis, pas du tout. Je dis juste qu'Israël a agi, juste pour que les Américains, surtout les groypers qui disent qu'Israël veut laisser mourir des soldats américains ou des trucs comme ça, sachent que ce n'est pas vrai. Mais avec tout ça, dire ensuite, d'accord, maintenant nous allons négocier. Ce que tu fais alors, c'est en fait pire que ce qu'Obama a fait parce que tu les encourages. Ce que tu dis, c'est que tu les mets sur un pied d'égalité avec les États-Unis. Ils étaient en train de perdre. Ils auraient dû demander la paix. Trump répétait, d'accord, vous ne voulez pas venir. Il disait toujours qu'il suppliait de pouvoir parler avec nous. Mais en fait, le message qu'il transmettait, c'est qu'il suppliait de leur parler. Et c'est parce qu'on savait depuis le début qu'ils n'aimaient pas, qu'ils n'aiment pas l'action militaire. C'est d'accord. Si la majorité des Américains n'aiment pas l'action militaire, alors le président est censé s'adapter à son peuple, ce qui est normal. Personne n'aime ça. Tu crois que j'aime l'action militaire quand c'est mon fils en uniforme? Bien sûr que non. Donc parfois, il n'y a pas le choix. Et Donald Trump l'a reconnu et il y est allé. Si tu laisses maintenant le terrain libre, après tout ce qui a été fait, après toutes ces réussites, en fait, le message que tu envoies, c'est que ça n'a aucune importance. Ces islamistes aussi, ils ne considèrent pas cela comme une défaite si une partie même minime de leur programme reste en place. C'est aussi vrai pour nous. Même si nous sommes plus en sécurité à court terme après ce qui s'est passé, nos résidents du nord d'Israël, eux, ne le sont pas. Ils sont bombardés. Et tant qu'on y est, je voudrais juste dire que les messages qui sortent de ces discussions entre Israël et le Liban. Israël n'est pas impliqué dans les discussions entre l'Iran et les États-Unis, mais Israël et le Liban discutent et des responsables américains qualifient ce qui se passe de cycle de violence entre le Hezbollah et Israël. Eh bien, je suis désolée, c'est scandaleux. Ce n'est pas un cycle de violence. C'est un ennemi qui attaque des Israéliens innocents et des soldats innocents. C'est un groupe terroriste. Ils sont cruels. Si cela ne tenait qu'à eux, ils feraient en sorte que le massacre du 7 octobre par le Hamas paraisse être un jeu d'enfant. Donc tu as tout à fait raison. Excuse-moi, le Hezbollah est un groupe cruel. Un ennemi brutal et il n'aurait absolument aucun scrupule à tuer jusqu'au dernier Israélien. D'accord, ne nous faisons pas d'illusions. Mais quelle est la réalité sur le terrain? Israël contrôle de vastes parties du sud du Liban. Nous avons établi une zone tampon de sécurité où nos soldats se retranchent, où ils détruisent l'infrastructure du Hezbollah. Nous recevons chaque jour de nouveaux rapports sur les tunnels, forteresses et centres de commandement et de contrôle souterrains du Hezbollah. Ils construisaient au Liban, dans le sud du Liban, en particulier une infrastructure militaire pour nous attaquer. Actuellement, Israël contrôle une grande partie de cette zone et nous sommes en train de démanteler cette infrastructure. Et d'après tout ce que je comprends, et à moins d'avoir une très grosse surprise, l'accord de cessez-le-feu signifie qu'Israël et le Hezbollah, nous réduisons notre niveau de tir. Mais nous restons là où nous sommes et nous allons continuer à démanteler dans les zones où nous contrôlons de vastes parties du sud du Liban. Nous continuerons à démanteler la machine militaire du Hezbollah dans le cadre du cessez-le-feu avec l'Iran. Et si le Hezbollah essaye Bolayim, oui, désolé, dans le cadre de oui. Ce que je dis ici est clair. Israël peut poursuivre ce que nous faisons dans le sud du Liban. Et si le Hezbollah nous attaque, nous répondrons. Le cessez-le-feu n'est pas un cessez-le-feu à sens unique. Le président Trump a effectivement demandé À Israël de se retenir un peu sur d'autres parties du Liban, ce qui représente pour Israël, vous savez, une limitation dans notre riposte contre le Hezbollah. Je pense que s'il faisait une provocation très sérieuse, nous aurions une justification pour, vous savez, augmenter la mise.
Mais dans le cadre des règles du jeu, là où nous sommes, nous pouvons nous défendre, nous pouvons riposter lorsqu'ils nous attaquent. Et en attendant, nous démantelons la machine militaire du Hezbollah, la machine terroriste, à travers le sud du Liban, dans ces vastes zones que nous contrôlons. Vous savez, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas quelque chose qui devrait vous faire arracher les cheveux et dire que c'est une situation terrible. Cela pourrait être mieux. Mais comme je vous l'ai déjà dit, ne laissez jamais le bien empêcher d'atteindre le parfait. Tu veux dire qu'il ne faut pas laisser le parfait empêcher le bien? Je sais que c'est toujours source de confusion, mais laisse-moi dire quelque chose. Tu dis qu'on a fait de J.D. Vance un croque-mitaine. Il le mérite. Je vais te dire quelque chose. Et laisse-moi te parler de certaines déclarations par rapport à ce que tu viens de dire sur le Liban et le Hezbollah. Le président Trump, je crois que c'était hier, jusqu'à maintenant, nous sommes à la conférence. Nous sommes mardi 23 juin, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Je vais vérifier. Et c'est important de le dire parce que le président Trump dit des choses à différents moments. Ce qu'il a dit hier, il l'a dit lors d'une conférence de presse. Il a dit, vous savez que le Premier ministre Netanyahou affirme qu'Israël va rester dans le sud du Liban, là où il se trouve, parce que le régime iranien exige, dans le cadre de ses discussions avec les États-Unis, qu'Israël retire totalement chaque dernier soldat du Liban. Pas seulement ne tirez pas, mais sortez de là, d'accord? D'ailleurs, le gouvernement libanais le demande aussi, même si nous les aidons à vaincre le Hezbollah, mais c'est un autre sujet pour l'instant. Le président Trump a dit aux journalistes, à qui a-t-il dit cela à propos de Netanyahou? Et la journaliste a répondu, il l'a dit en public. Il l'a dit. En fait, il l'a aussi dit lors de cette conférence. Il l'a dit en public, donc la réponse de Trump a été, eh bien, nous verrons. Je résous les problèmes. Je ne crée pas de problème. Je m'en occuperai. D'accord, c'est ce qu'il a dit hier. En d'autres termes, vraiment, Bibi a dit ça? Nous verrons. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il y a quelques jours, la semaine dernière, J.D. Vance a dit « Israël est un petit pays. Vous êtes 9 millions de personnes. Ne pensez pas que vous pouvez tuer pour résoudre tous vos problèmes. Comment ose-t-il dire une chose aussi dégoûtante et ignoble ?» Et il a aussi dit beaucoup d'autres choses comme ça. Alors, et puis Trump a dit, j'ai dit à Bibi, arrête de bombarder tous ces bâtiments. Des bâtiments, il a dit qu'il n'y avait pas que des terroristes dans ces bâtiments. Alors ne me dis pas, tu sais, ne laisse pas le parfait être l'ennemi du bien. Ce n'est pas bien, je ne parle pas de perfection. Je parle de, et je vais le dire, c'est une conférence remplie de personnes qui en fait, pas tout le monde, mais en fait étaient très pro-Trump. Vraiment. Et beaucoup de personnes qui me parlent à cette conférence sont très déçues, sont très inquiètes. Tous sont furieux contre J.D. Vance. Et pourquoi? Parce que tu as dit que tous ceux qui travaillent pour Trump, c'est sa politique. Oui, et tu sais quoi? Le secrétaire d'État Marco Rubio n'est pas d'accord avec ça. Et le secrétaire à la guerre Pete Hegseth non plus n'est pas d'accord avec ça. Et le chef de la CIA Radcliffe n'est pas non plus d'accord avec ses politiques. Et c'est pour ça qu'on leur a dit de se taire ou ils auraient de gros ennuis. Alors, excusez-moi de dire, vous savez, non, ils suivent tous simplement la ligne de Trump. Et en plus, la ligne de Trump change à chaque fois qu'il tweet quelque chose. Et je veux juste dire que nos soldats au Liban ont plaisanté tristement parce que leurs vies sont en danger et beaucoup d'entre eux sont tués. Ils ont dit qu'ils appellent ça un combat sur trampoline. Trump tweet en haut, en bas, tirez, ne tirez pas, tirez, ne tirez pas. Il rapporte que c'est comme ça qu'ils se sentent. Ce n'est pas forcément vrai. Ils ont des armes, c'est certain. Vous avez dit qu'ils ne sont pas des cibles faciles, mais ils plaisantent en appelant ça un trampoline. Trump dit ceci, Trump dit cela, d'accord? Et c'est inquiétant. Puis-je vous dire, soldat, que j'ai moi-même été soldat de combat au Liban il y a très longtemps, pas dans la dernière décennie. Et je connais l'humour noir des soldats, et c'est une façon de gérer la crise. C'est ça. Mais le fait demeure que nous avons établi des zones tampons de sécurité au Liban, en Syrie et à Gaza. Et ces zones tampons de sécurité servent les intérêts de l'État d'Israël. Oui. Et elles éloignent l'ennemi de nos communautés civiles. Et je veux dire, il faut comprendre que le rôle de l'armée, c'est de protéger notre peuple, non? Donc, s'ils sont au Liban, s'ils sont dans le sud de la Syrie, s'ils sont à Gaza, ils font face à la menace terroriste.
On pourrait dire qu'à Gaza, Israël a la capacité d'y entrer et de tout nettoyer. Mais en raison de toutes sortes d'accords stratégiques, nous contrôlons maintenant, 60% de Gaza. Et pour l'instant, nous laissons de côté les 40% restants. En Syrie, nous avons ce nouveau type. Tu l'appelles le terroriste à la cravate, n'est-ce pas? Oui. Le gars qui vient d'Al-Qaïda, Daesh et Al-Qaïda. Al-Qaïda, il dirige l'État syrien. Il fait semblant d'être gentil. Il sourit au président Trump, oui. Nous avons peu d'illusions à son sujet en Israël. Néanmoins, nous ne sommes pas entrés dans Damas. Nous contrôlons une zone de sécurité dans le sud du Liban, dans le sud de la Syrie. Dans le sud du Liban, c'est pareil, non? Et c'est pourquoi je le répète encore une fois, y a-t-il des limites que nous nous sommes imposées nous-mêmes? Sommes-nous limités par les réalités stratégiques et par notre relation avec l'Amérique? Je souhaite préciser cela ici. Notre relation avec les États-Unis d'Amérique est la relation la plus cruciale d'Israël. Et la relation entre le Premier ministre israélien et le président américain est cruciale pour la sécurité nationale d'Israël. Et je veux vous dire que même lorsque c'est difficile et que cela va à l'encontre de l'opinion publique israélienne, le Premier ministre ne fait pas forcément le mauvais choix. Quand il dit « D'accord, président Trump, c'est difficile, mais dans ces circonstances, je peux accepter de faire ce que vous me demandez de faire. » Nous devons nous en souvenir, n'est-ce pas? Et soyons francs, Israël a des amis dans le monde. Les Indiens, avec Modi, sont de bons amis d'Israël, non? Nous avons aussi d'autres amis dans le monde, y compris en Europe, croyez-le ou non. Et en Amérique latine. Oui, nous avons un nouvel ami en Amérique latine après les élections en Colombie. Nous avons des amis, mais personne ne remplacera les États-Unis d'Amérique. Et c'est important, comme dans toute relation, vous savez, un mari et une femme. Chaque fois que la femme veut aller voir sa belle famille, le mari n'est pas forcément content, mais ça fait partie de la relation. Je pense qu'il revient au Premier ministre de se souvenir que le président Trump est un ami. Et je dirais simplement, il a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Il a déplacé l'ambassade ici. Il a reconnu cela. Il a reconnu les hauteurs du Golan comme territoire israélien souverain et a renforcé la relation sécuritaire et stratégique entre les deux pays. Je peux continuer les accords d'Abraham. Trump a été un ami et il a montré qu'il était un ami. Je pense que si nous demandons à Netanyahou de faire quelque chose de difficile pour Israël, nous pouvons raisonnablement faire notre possible pour collaborer avec le président. Il sera le président pour les 2 prochaines années et plus. Et nous avons intérêt à avoir la meilleure relation possible avec le président Trump. Eh bien, je suis d'accord avec ça. Je n'ai jamais dit une seule seconde que Netanyahou jouait mal ses cartes. Pas une seconde. Ici, ce n'est pas la faute de Netanyahou. Et oui, Trump, il n'y a jamais eu de meilleur ami pour Israël que Trump, et pas seulement pour Israël, mais aussi pour le peuple juif. Il a fait plus que quiconque pour combattre l'antisémitisme croissant aux États-Unis. Et il est sincère. Je n'ai aucun doute là-dessus. Et comme je l'ai dit, c'est la situation dans laquelle il a mis Netanyahou que je critique, pas Netanyahou lui-même. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il dit maintenant des choses comme le cycle de la violence ou ce qui se passe dans ces négociations, puisque le régime iranien dit qu'Israël doit quitter le Liban. Tu as raison sur ce que tu as dit à propos des zones tampons. D'accord, tu as tout à fait raison. Ce n'est pas la faute de Netanyahou si les États-Unis décident de céder à certaines exigences islamistes. Et alors, qu'est-ce que Netanyahou fait à un certain moment? Maintenant, je frissonne à l'idée de ce qui pourrait arriver parce que tu as raison. Netanyahou ne peut pas annoncer le retrait des troupes du Liban. Il ne l'a pas fait. Et oui, c'est vrai. Parfois, il doit dire à l'armée de calmer le jeu, disons. Je ne critique pas du tout le premier ministre Netanyahou. Il est, selon moi, dans une position terrible. Parce que, mari et femme, une meilleure analogie serait un mari et une femme amoureux et tout se passe bien. Et le mari se réveille un matin et dit « Je ne t'ai jamais aimé, je ne t'aime pas, tu as mauvaise haleine et je m'en vais et je ne te connais même pas. Qui es-tu, bon sang? » On dirait que c'est presque personnel. Ça fait mal. Je sais, les relations internationales, mais tu dois admettre que ça ressemble à un changement soudain. Maintenant, ce que certaines personnes disent, les gens et certaines personnes, je dirais les partisans de Trump, disent non, tout ça, c'est une ruse. Ils donnent, à la République islamique une chance.
Et à la fin, après les célébrations du 4 juillet et du 250e anniversaire, et peut-être après les élections de mi-mandat ou quoi que ce soit, il ne va pas le tolérer. Et il va changer de ton avec Israël. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Mais je peux vous donner mon avis sur les conseils qu'il reçoit. À mon avis, ils sont très mauvais, si l'on en juge par les réactions sur les réseaux sociaux. Pas des groypers, mais des conservateurs qui soutiennent Trump jusqu'au bout, qui sont déçus. Et je vais vous expliquer ce que je veux dire. Apparemment, il a reçu des conseils de sa chef de cabinet, Susie Wiles, disant que s'il ne mettait pas fin à toute cette histoire avec la guerre et le détroit d'Ormuz, vous savez, l'embargo, le blocus sur les intérêts iraniens, les républicains perdront les élections de mi-mandat. C'est ce qu'on lui a dit. Et beaucoup de ce qu'il fait est lié à ce conseil. Mais en fait, nous sommes nombreux, moi y compris, à penser que c'est tout le contraire. Que sa base est le peuple américain, une chose qu'il n'aime pas la guerre, mais il déteste encore plus perdre une guerre. Et certainement pas face à ces islamistes ignobles. Donc, je dirais qu'il adopte la politique opposée pour aider les républicains lors des élections de mi-mandat. Donc il faudra attendre et voir. Mais au final, c'est sa décision, non? Il prend une décision politique. Nous arrivons maintenant à la fin de notre podcast et nous terminons toujours par la politique israélienne et nous n'avons toujours pas de date d'élection. Mais comme nous n'avons toujours pas de date, nous savons que ce sera à la fin du mois d'octobre, soit le 20 octobre, soit le 27 octobre. Mais il est intéressant de réfléchir à la façon dont cette querelle, cette nouvelle tension dans la relation entre le bureau du Premier ministre en Israël et la Maison-Blanche aux États-Unis va évoluer. Quel impact pour Netanyahou à l'approche des élections en Israël? Pour lui-même, pour son propre parti, oui, pour sa propre élection. Parce que l'un des atouts de Netanyahou a toujours été qu'il est un ami, qu'il a une communication directe et une entente avec le président des États-Unis. Pour certains électeurs israéliens, cela motive à voter Netanyahou. Il existe d'autres raisons aussi. Mais ils disent, eh bien, c'est un homme qui a l'oreille du président. Et si cette relation est perçue, à tort ou à raison, mais si les électeurs voient qu'il y a une ombre sur la relation entre Trump et Netanyahou. Ruti, penses-tu que cela peut affecter les chances de Netanyahou d'être réélu? Eh bien, c'est possible, mais tu sais, il y a aussi l'argument inverse. Et j'ai tendance à croire celle-là, le cas contraire. Et c'est que si le président Trump se retourne contre Netanyahou, nous avons plus que jamais besoin de Netanyahou pour naviguer ce qui va arriver. Parce que je vais te dire quelque chose. Nous savons beaucoup de choses. Toi et moi, toutes les deux. Nous connaissons des gens qui aiment Netanyahou. Nous connaissons des gens qui détestent Netanyahou. Nous connaissons des gens qui ressentent pour lui ce que les Américains ressentent pour Trump. Ils le préfèrent quand même, mais ils ne sont pas fous de lui, ce genre de choses. Tu connais tout le spectre. Mais je vais te dire une chose. Tout le monde sait, même ceux qui ne l'admettent pas, que c'est un dirigeant pas comme les autres. S'il n'avait pas été au pouvoir après le 7 octobre, peu importe la cause, malgré qu'on lui en attribue la responsabilité, nous aurions eu de sérieux problèmes. Et je vais vous dire, il se trouve que je pense que si Trump abandonne Israël, je ne pense pas que cela arrivera non plus. Mais vous savez, c'est un sentiment, c'est stressant. Notre élection aura lieu environ une semaine avant les élections de mi-mandat, tout cela étant très proche dans le temps. Je pense que la plupart des Israéliens ressentiraient que si Trump est toujours, vous savez, passionné par Israël, peu importe vraiment qui est le Premier ministre, s'il se retourne contre Israël, nous aurons encore plus besoin de Netanyahou. Alors je vais te le dire maintenant. Tu penses qu'il y a du vrai là-dedans? Je vais m'occuper de la politique et pas du... Le président, non, du fond. Et la politique, c'est que les opposants de Netanyahou, quoi qu'ils fassent, il est mauvais, non? Oui, oui. Donc, s'ils se disputent avec le président, ils diront, tu sais, tu disais que c'était ton meilleur ami et maintenant tu te disputes avec lui. Et s'il est d'accord avec le président, ils diront, maintenant tu es son, tu sais, Son esclave. Oui. tu es son caniche. Tu dirais en hébreu, n'est-ce pas? Tu obéis à tout ce que Trump demande, même sauter sans discuter. Jusqu'à quelle hauteur? C'est ça.
Ma question ne concerne pas ceux qui ne voteront pas pour Netanyahou et critiqueront toujours ses actions. C'est ça. Est-ce qu'il y a une partie des gens qui sont au centre qui pourraient voter pour lui et qui pourraient ne pas voter pour lui, pour qui, encore une fois, sa relation avec Trump était considérée comme un atout national? Et s'il n'est pas perçu comme ayant ce lien, cela ne signifie pas qu'il n'existe pas. Si vous soutenez Trump sur un point que 90% des Israéliens jugent juste, c'est peut-être comme ça qu'il faut gouverner, mais il faudra attendre et voir. J'espère, je prie, que ce n'est qu'une petite querelle. Est-ce que c'est le bon mot? Et ensuite, nous allons revenir à une relation de coopération très forte très bientôt. J'espère que ce sera le cas. Comme vous, je ne peux pas être sûr à 100% que ce soit vrai. Eh bien, au moins, nous pouvons conclure sur une note où nous partageons la même prière, disons-le comme ça. Et j'ai hâte de vous voir la semaine prochaine dans notre studio, au studio JNS. Ensuite, nous pourrons aussi discuter de cette incroyable conférence qui est toujours en cours. J'ai hâte de vous reparler à ce moment-là.